La tempête avait d'abord été un murmure, puis un martèlement, la pluie frappant les tuiles comme si le ciel cherchait à effacer le monde. Le vent gémissait entre les battants de la porte et, par instants, le silence qui suivait ces rafales paraissait plus menaçant que n'importe quel bruit. Maëla sentit l'odeur de la terre mouillée et du sel mêlé à quelque chose de plus ancien, un parfum brûlé comme d'encens oublié et de poils mouillés. Cela l'alerta avant même qu'elle n'entende les griffes gratter le seuil. Les 20 loups apparaissaient comme une masse sombre contre l'éclairage vacillant des lanternes, leurs fourrures trempées, leurs yeux tremblants comme des pierres froides. Un hurlement monta, un long appel qui résonna jusque dans ses os, et pourtant un bruit sec, un frottement continu, comme si chacun d'eux savait frapper au même endroit. Elle sentit le bois vibrer sous ses doigts, la poignée froide comme une promesse mauvaise. Maëla était seule dans cette chambre froide d'une auberge froide en lisière de la forêt, ses cheveux pâles collés sur sa nuque, ses mains encore tachées d'une sève curative qu'elle avait appliquée la veille. Elle était connue dans les villages voisins comme une tisseuse de vie et une guérisseuse errante, mais aussi comme une étrangère trop étrange pour être invitée à la table des meutes. Son apparence claire, presque lunaire, la marquait comme autre chose, et depuis l'enfance on lui avait murmuré qu'elle portait un don rare et dangereux. La tempête avait fait fuir la plupart des passants, et c'est pourquoi ce grattement presque méthodique fit naître au fond de sa gorge un malaise aigu. Quelque chose de puissant voulait entrer, et ce quelque chose était patient. Dans l'instant qui suivit, un gai coup fut plus fort, plus insistant, et une voix grave, qui ne cherchait pas à dissimuler sa force, dit dehors entre deux rafales que la pluie avalait. « Qui est à l'intérieur? Répondez !» Maëla retint un souffle long, et une image s'imposa, comme une coupe levée au clair de lune. Si la porte cédait, elle découvrirait non seulement des animaux affamés, mais peut-être des visages de royauté déguisés en meute. Restez jusqu'à la fin pour savoir qui choisira la compassion et ce que ce choix coûtera. La vie de Maëla n'avait jamais été douce et son passé pesait sur elle comme un vêtement trop lourd en hiver. Petite, elle avait grandi sur les routes, la pluie sur le visage et le ciel comme seule parenté, apprenant à reconnaître les herbes qui calment la fièvre et celles qui laissent un goût de métal sur la langue. Son père avait disparu un été où la lune avait paru plus rouge que d'habitude. Sa mère était morte en lui donnant un remède à un enfant d'une meute rivale, et la honte d'avoir été rejetée pour une alliance manquée l'avait marqué. Dans la mémoire persistante de ces années, il y avait des odeurs de bois brûlé, la sensation rugueuse d'une cape usée et le goût salé des larmes. Qu'elle n'avait jamais montré. Adolescente, la meute de la vallée l'avait vue sauver un vieux curé. Tisseurvieuse et guérisseuse comme on l'appelait alors, mais le même miracle l'avait poussée vers l'exil, car la Matilia redoutait ce don qui coûtait à chaque usage un petit morceau d'elle-même. Ses souvenirs étaient encore frais dans sa peau, 2 blessures anciennes qui l'avaient rendue silencieuse et méfiante, mais jamais indifférente. Elle savait que sa solitude n'était pas un hasard, mais une protection imposée par la peur des autres. Et pourtant, la peur n'avait pas appris à la calmer quand des griffes tambourinèrent la porte, comme pour réclamer justice ou vengeance. Le grattement cessa un instant, puis reprit, plus près, plus calculé. Maëla poussa la porte avec lenteur. La pluie lui glissa dessus comme si quelqu'un versait du verre fondu sur sa cape. Dans la nuit, entre les éclairs, elle aperçut une silhouette blessée, petite, tremblante sur le seuil. À côté, une douzaine de loups attendaient, certains agenouillés, d'autres raides comme des statues prêtes à bondir. Un fil de sang perlait le long du flanc du plus petit. Son cœur se serra. Le filiote n'était pas un humain, mais un jeune loup d'une fourrure presque pâle, et pourtant il tenait dans ses yeux une intelligence et une détresse qui firent fondre quelque chose en elle. Avant que Maëla n'ait réfléchi, une autre silhouette se détacha du groupe, un homme à la stature imposante, dont l'air commandait le respect. Mais il n'était pas seul. Ces hommes portaient des insignes de la garde du palais, et la pluie faisait luire leurs armes comme des promesses de sanction. L'un d'eux murmura un ordre que Maëla distingua pourtant comme un avertissement. « Repartez, guérisseuse, ou vous serez jugée. » Elle sentit une colère froide se lever.
Elle avait été chassée et raillée, mais jamais jusqu'à présent on ne l'avait empêchée de faire ce qui était juste. Elle s'agenouilla près d'Iphiliote, tandis que la pluie salée emplissait sa bouche et sa gorge, touchant la fourrure humide, notant le doux goût de la terre et la fragilité mesurable entre ses doigts. Les loups encerclèrent la scène comme si un tribunal avait été dressé. Une voix rauque demanda « Qui es-tu pour toucher notre sang ?» Maëla répondit avec une voix qui trembla, mais qui ne céda pas « Je suis Maëla, tisseuse de vie. » L'homme à la stature imposante fit un pas en avant et révéla son nom avec la simplicité d'un souverain qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Pourtant, le titre coula comme du plomb dans l'air. « Je suis Corvin, garde du prince. » Alors que les mots tombaient, la pluie sembla s'intensifier, comme si la lune elle-même retenait son souffle. La confrontation dégénéra rapidement en violence, quand un renégat nommé Marek, un visage dur et connu des routes, s'avança pour arracher le Philiote. Les échanges qui suivirent furent courts, puis enchevêtrés, et la tension monta un peu plus à chaque réplique. Marek cracha. « Vous ne deviez pas vous mêler de cela, Maëla » répliqua. « Pourquoi laisseriez-vous mourir quelque chose qui respire encore ?» Un autre renégat jura qu'elle entrera chez nous pour payer son insolence. Corvin posa une main sur l'épaule de Marek et dit « Calmez-nous, nous ne cherchons pas la guerre. » Marek ricana. La guerre arrive toujours avec ceux qui se croient gardiens. Maëla sentit la colère la submerger, et pourtant sa main posa sur le flanc du Philiote une chaleur qui n'était pas uniquement humaine. Elle murmura des paroles anciennes, un tissage de vie hérité de sa mère, et la bestiole remua faiblement. Les renégats grognèrent, et un échange de mots devint un échange de coups. Les sons furent un mélange de pluie, bois qui se fend, peau frappée et grognements. Maëla, en proie à l'adrénaline, usa de gestes précis pour esquiver, ressentir la texture rugueuse des manteaux, l'odeur métallique du cuir mouillé, la douleur vive d'une entaille au bras, le goût de fer qui monta à sa langue. Dans la mêlée, Corvin intervint à haute voix. « Libérez la guérisseuse ou je dégagerai chaque renégat de cette route !» Marek cracha encore. « Vous ne savez pas ce qui arrive si vous défendez une tisseuse. » Maëla répondit « Dites-moi ce qui arrive et je déciderai. » Corvin regarda le prince invisible qu'il servait et prononça « Nous cherchons un héritier blanc. Il est dit que seule une vie donnée peut sceller ce lien. » Marek hurla « Le trône n'a pas besoin d'étrangers. » Les échanges devinrent des éclats, des questions sur le droit, le besoin, la morale. Au cœur du combat, Maëla sentit son don pulser comme une douleur douce et aigre, une faim qui demandait le prix. Elle savait que pour sauver ce Philiote, elle devrait donner quelque chose d'elle, et que ce quelque chose changerait à jamais l'équilibre de leur monde. Les dialogues se suivirent, 8 mots puis 10, la rage et le raisonnement se répondant comme des vagues. Corvin supplia « Protégez-nous et notre prince !» Maëla hésita. « Ce que vous demandez n'est pas un marché facile. » Marek menaça. « Vous livrerez votre sang et nous prendrons le reste. » Une flèche siffla, la peur souffla sur les visages, et Maëla comprit que le sacrifice ne serait pas seulement physique. Lorsqu'elle posa enfin ses mains sur la blessure du Philiote, la pièce sembla se contracter autour d'eux, comme si le monde observait. Elle ferma les yeux, et la voix de sa mère revint, une litanie douce qui expliquait la procédure interdite. On tisse la vie en échange d'un fil d'existence, en faisant couler une parcelle de temps, un fragment de mémoire ou une goutte de force vitale. La technique était simple dans son principe, mais lourde de conséquences. Elle exigeait que la donneuse ferme un passage entre ses nerfs et son sang et laisse le tissage relier 2 cœurs. Dans un souffle de moins de 300 caractères, on aurait dit que l'on appuyait sur une rune et qu'une flamme bleue scellait l'accord. Mais la vérité demandait plus d'attention. Maëla devait chanter 3 syllabes anciennes, placer les paumes contre le cœur de l'animal, sentir sous ses doigts le battement et l'écho de la lune, et laisser couler une fraction de sa propre mémoire jusqu'à l'ombre du Philiote. La sensation fut à la fois rapiécée et brûlante, un sifflement doux et un effacement progressif d'images. Le visage de sa mère s'estompa, une voix d'enfance se perdit, une douleur ancienne s'adoucit. Le prix fut immédiat. Une partie de sa mémoire se dilua comme une encre lavée par la pluie.
Mais le filleul prit un souffle, et ses yeux, auparavant vides, brillèrent d'un lien nouveau. Dans l'air, on put presque sentir l'odeur du lien. Une note de cire, de miel, de métal chauffé, la fraîcheur de la lune et l'amertume d'un sacrifice récent. La nouvelle se répandit comme une flamme lente. Les gardes qui avaient d'abord accusé Maëla la regardèrent désormais avec une prudence mêlée d'estime et d'envie. Corvin inclina la tête, un geste lourd de reconnaissance, mais aussi de calcul. Un nom fut murmuré par un serviteur tremblant, Silas le capitaine, qui avait vu bien des choses, mais peu comme celle-ci. Il dit doucement « Nous devons l'amener au palais pour que le prince soit protégé. » La parole fit frissonner la Matilla. D'autres voix surgirent. Sœur Elara, la guérisseuse de cour, offrit de l'eau chaude, et Bram, l'ancêtre, évoqua d'antiques lois. Anya, une petite serveuse qui avait observé la scène de l'ombre, commença à pleurer car elle avait vu l'enfance de Maëla effacée et comprenait le coup. Thor, le gardien, posa sa main lourde sur l'épaule de Maëla et dit « Nous vous escorterons ». Ces noms venaient ponctuer la pièce comme autant de points d'appui. Marek jurait revanche, Corvin pesait les devoirs, Silas prévoyait la garde, sœur Elara promettait des soins, et Bram murmurait des textes anciens. Chacun réagit à sa façon, certains avec rancune, d'autres avec prière. La décision pourtant fut prise, le prince devait être protégé, et le lien scellé par un sacrifice serait accepté ou combattu, mais ne serait pas ignoré. Maëla se sentit prise entre soulagement et effacement. Son corps tremblait, le sang chaud battait dans ses veines, la pluie avait lavé ses larmes et l'odeur de la terre s'était mêlée à la senteur du cuir et du fer. Elle monta sur la charrette aux côtés des gardes, avec le filleul serré contre sa poitrine, sentant la petite chaleur du lien et le goût métallique d'une mémoire qui partait. C'est à ce moment précis, alors que la charrette quittait l'auberge et que la route se perdait dans la nuit, que la tension prit la forme d'une scène longue et distincte. Le premier moment de tension apparut quand des renégats infiltrés tentèrent une embuscade pour récupérer le filleul. Les éclats de voix, les sabots et le claquement des fers résonnèrent. La pluie fouettait comme des aiguilles, l'air sentait la sueur et le cuir mouillé. Maëla, tirée entre le vertige du lien et la peur, sentit la main de Corvin se refermer sur la sienne et une promesse silencieuse se constitua entre eux. Les échanges furent rapides et aigus et la violence fit vibrer chaque nerf. La seconde vague de tension survint au palais même quand le conseil exigea de prouver la légitimité du lien. Des voix autoritaires parlèrent de mensonges et de trahison. La salle sentit l'odeur des bougies et du vieux parchemin, et Maëla dut expliquer, sans son passé entier, pourquoi elle avait donné. Les mots furent des pierres jetées, et l'on entendait le cliquetis des mauvaises intentions. Le troisième pic fut moins bruyant, mais plus cruel. Le filleul, déjà lié, refusa un rituel d'acceptation et souffrit. La douleur se transmit à Maëla comme si un fil invisible tirait sur sa poitrine. Elle prit sur elle la douleur, mâchant un goût amer, sentant la perte d'images d'enfance, et comprit que le bond vers la reconnaissance serait payé en congrégation de mémoire. Chacun de ces instants dura en paroles et gestes suffocants, rendant la peur presque tangible et exigeant de Maëla qu'elle choisisse encore. Au palais, l'arrivée fut un vertige de dorures humides et de voix basses. Le hall sentait la cire, l'encens et la pierre froide. Les tapis bruissaient sous les bottes et la lune filtrée par les vitraux jetait des motifs lunaires sur les murs. Maëla fut présentée au prince, sans faste mais avec la gravité du devoir. On l'appela devant un petit cercle d'anciens, le roi étant absent, et une cérémonie improvisée commença. Les dialogues furent riches et lents, comme des rituels, au moins 9 échanges, où chaque mot portait un poids. Silas demanda « Qui la protège de la mémoire perdue ?» Maëla répondit « Je la porte, mais ce n'est pas sans prix. » Sœur Elara voulut examiner et murmura « Montrez-nous vos mains. » Corvin dit « Le prince doit comprendre ce qui a été donné. » Bram invoqua les textes anciens et Silas conclut « Nous offrons une place sous la garde. » Dans ces échanges, la solennité alterna avec l'intimité, et la voix de Maëla, parfois cassante, parfois tendre, trouva un écho inattendu dans le regard du prince enfin révélé. Lucien était jeune, aux traits marqués par la lune et nostalgique d'une enfance trop protégée. Son regard cherchait un point d'ancrage hors des complots du trône.
Il se pencha vers Maëla et dit doucement « Merci d'avoir choisi la vie ». Maëla sentit le lien scintiller entre eux, un fil d'argent qui pulse à la même fréquence que la lune. Les guérisseurs devinrent gardiens, les gardiens devinrent juges, et dans cette valse d'autorité s'instaura une nouvelle vérité. Elle était liée à ce prince, et leur destin ne serait plus séparé. Pendant les jours qui suivirent, la guérison fut un acte collectif. Sœur Elara enseigna des gestes de soins, tandis que Brahme chantait d'antiques bénédictions. Et Silas dirigeait une garde qui n'était pas hostile, mais protectrice. Maëla apprit à doser son don, à reconnaître le coût et à économiser la mémoire comme on compte des pièces rares. Elle fit la connaissance d'autres figures qui allaient peupler son quotidien. Lila la couturière, Palais qui rapprochait des tissus chamarrés pour cacher les cicatrices, Thor le gardien au rire grave qui la fit rire une fois, Marek qui ruminait une vengeance et finira par se lier à une cause différente, Onya la jeune servante qui gardait une curiosité fidèle, et Bram l'ancêtre qui offrait des histoires à la fois cruelles et consolantes. Ces personnages entraient et sortaient de la maison comme des notes d'accompagnement, chacun définissant une part de l'espace où Maëla reconstruisait son identité fragmentée. Les scènes domestiques qui s'installèrent étaient pleines de détails sensoriels. Le parfum du pain chaud au petit matin, le frottement du tissu sur la peau, le goût amer du thé médicinal, le contact doux des doigts qui réparaient une plaie, et le son du rire étouffé dans un couloir. Des dialogues fréquents se nouèrent, souvent longs, où l'on discutait d'habitude de choses banales et d'autrefois, comme pour tester la solidité d'un lien naissant. Corvin demandait sans cesse comment elle se sentait, Lucien cherchait dans ses mains le calme, et sœur Elara murmurait procédés anciens pour stabiliser l'accord magique. La manière dont Maëla apprit le contrôle du don fut lente et exigeante. On lui enseigna à ne pas céder à la compassion aveugle, à mesurer chaque acte selon le coût et l'impact social. Des exercices pratiques consistaient à tisser des petites lueurs de vie pour des plantes, à rendre l'énergie à des blessures superficielles et à observer les effets secondaires. Une étoile oubliée en mémoire, un nom qui devient flou, une nostalgie qui s'arrache. Une explication technique fut donnée par sœur Elara lors d'une séance nocturne. La transfusion par tissage consiste à aligner les méridiens vitaux et à convertir une portion d'énergie vitale en flux réparateur. La procédure exigeant une concentration mesurée pour ne pas effriter la conscience donneuse. Et l'usage répété peut raccourcir l'espérance de vie ou effacer des souvenirs essentiels. Cette explication, en moins de 350 caractères, devait sonner clinique et pourtant elle était portée par le souffle chaud de la guérisseuse et le grincement du vieux bois. Maëla prit ses leçons au sérieux et commença à expérimenter, à perdre de la mémoire une fois, puis à retrouver un sens du but, à apprendre aussi l'art de la négociation avec le pouvoir. Au fil du temps, une relation inattendue se noua entre Maëla et Lucien. Le prince, élevé dans des salons où l'on parlait plus de trône que d'âme, trouva dans la pâle guérisseuse une foi qui lui rappelait qu'un règne valait par les vies qu'il protégeait. Ils eurent des conversations longues et patientes, souvent plus d'une douzaine d'échanges qui mêlaient politique, peur, tendresse et rire retenu. Il demanda « Pourquoi avoir donné votre mémoire, Maëla ?» Maëla répondit « Pour que quelqu'un vive, et parce que je croyais que cela devait être fait. » Lucien souffla. Et si le prix était votre propre oubli? Maëla admit, je ne sais pas si j'ai aimé ce que j'ai perdu, mais j'ai senti que l'acte était juste. Lucien dit alors, je vous offrirai un endroit où vous serez connu de nouveau et non seulement utile. Maëla hésita et conclut, peut-être qu'un trône vaut mieux qu'une route. Ces dialogues creusèrent un lien qui devint maternel, fraternel et, parfois, tendrement plus profond sans précipitation. La Matilia du palais se réorganisa autour d'eux, certains acceptant la nouveauté, d'autres la regardant méfiante. Marek resta une épine, un rappel que la société ne pardonne pas facilement l'étrangeté. La cérémonie officielle de reconnaissance arriva avec la première pleine lune après la guérison. Le palais se transforma en théâtre, drapeaux lavés par la pluie, gardes en ligne, visages peints d'attente et la voix des anciens résonna. On célébra non seulement le salut du filiote devenu jeune loup et symbole, mais aussi l'acte qui avait scellé un lien entre une tisseuse de vie et le prince héritier. Les paroles prononcées furent lourdes et solennelles, il y eut des pleurs, des applaudissements retenus et une étrange sensation de paix qui vint poser ses doigts sur la nuque de Maëla.
Corvin présenta Maëla au peuple comme celle qui a donné, et le roi, acceptant le don, envoya un messager pour inscrire le nom de Maëla dans les registres du palais. L'acceptation transforma la honte ancienne en honneur public, et le rituel se termina avec le son ancien d'un hurlement collectif qui mêla la meute du palais à la population. Un mois plus tard, la ville murmurait des récits. Maëla s'était installée dans une chambre aux fenêtres tournées vers la lune. Elle sentait encore des oublis comme des petites lacunes dans une tapisserie. Le filiote, devenu jeune loup, errait près du palais, considéré comme un signe que le trône respectait désormais la vie donnée. Les réactions étaient partagées. Certains habitants l'applaudissaient, d'autres la regardaient d'un œil réservé. Maëla avait appris à nommer à nouveau les gens qui lui étaient proches, et Anya venait souvent la matin pour raconter des potins et rapporter du pain chaud. Silas renforçait la garde, mais aussi leur amitié naissante, et Corvin venait parfois sans en avertir pour parler des routes. Lucien, devenu plus sûr de lui, partageait ses lectures et ses peurs. Il venait souvent la nuit sous la lune pour écouter ce qu'elle racontait de son enfance perdue. Le palais, lui, s'ouvrait progressivement aux étrangers qui portaient des dons, non pour les exploiter, mais pour les protéger. Marek, quant à lui, refusa d'être oublié et commença à se poser des questions sur sa propre loyauté, hésitant entre la rancune et une soif d'appartenance. Les dialogues du premier mois étaient simples mais chargés. « Merci pour ce que vous avez fait », dit une mère du marché. « Je vous remercie, mais je porte des souvenirs en moins », répondit Maëla. Et les réponses étaient souvent des silences qui disaient plus que des mots. 3 mois après, la transformation se confirma et les disputes se firent moins fréquentes. Des enfants venaient voir le loup et lui offrir des rubans. Lila, la couturière, cousait une petite cape symbolique, et le palais avait instauré un rituel annuel pour honorer les liens donnés volontairement. Maëla retrouvait petit à petit des bribes de mémoire que des rêves rapides lui rendaient. Parfois des sensations d'enfance, l'odeur d'une soupe bouillonnante, une chanson qu'elle chantait avec sa mère, les couleurs d'un champ de fleurs. Elle commença à enseigner aux apprentis guérisseurs l'art du tissage de vie, mais toujours sous contrôle strict. Ces cours étaient remplis de détails sensoriels pratiques et d'avertissements sur le coup. Le peuple vit en elle un symbole de sacrifice réalisable, pas seulement un objet de curiosité. Lucien prit de l'assurance comme un homme qui trouve une ancre et il proposa des lois pour protéger les donneurs volontaires, transformant le geste isolé en principe social. Marek, dont la rancune se mulait en respect mesuré, commença à travailler avec Thor pour patrouiller les routes et empêcher d'autres renégats de profiter de la vulnérabilité des donneurs. 6 mois plus tard, le paysage avait changé plus profondément que Maëla n'aurait pu l'imaginer. Le filote, maintenant un compagnon du prince, se tenait souvent à l'ombre du trône pendant les audiences, symbole vivant de l'alliance entre la vie donnée et le pouvoir. Maëla était devenue non seulement une guérisseuse reconnue, mais aussi une conseillère respectée pour les questions d'éthique liées aux dons. Sa mémoire perdue avait été en partie remplacée par de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels. Elle apprit à marcher dans les couloirs du palais avec assurance, à manger les plats du palais en reconnaissant les saveurs, à sentir la terre en rêve et à y retrouver des fragments d'elle-même. La société avait commencé à légiférer pour établir des règles claires sur la pratique du tissage de vie, avec des protocoles pour garantir consentement et compensation. Le prince Lucien travailla à créer un registre pour les donneurs et un sanctuaire pour leur protection. Marek trouva une forme de rédemption en devenant un protecteur tenace des routes et Anya fut promue gestionnaire du quartier des hôtes. Les cérémonies devinrent moins solennelles et plus humaines, où l'on célébrait la fragilité et la bravoure en même temps. Le hurlement qui avait salué la première acceptation fut cette fois une chanson qui réunit meute, peuple et palais. La promesse de lendemain s'affirma. Le don, la mémoire et la loyauté pouvaient coexister et changer un royaume. Si vous ressentez l'appel de cette histoire, dites-le dans les commentaires. Commencez votre phrase par « Je choisirai » pour que nous sachions que vous prenez position. Racontez si vous seriez prêt à donner une partie de vous pour sauver un autre et dites aussi si, comme Maëla, vous accepteriez l'oubli en échange d'une vie. Vos réponses aident la communauté à comprendre ce que signifie le sacrifice dans notre monde et influencent les récits que nous raconterons ensuite. Chaque commentaire compte et chacun est lu avec attention. Maintenant que vous avez partagé votre choix, revenez à la fin de cette histoire pour découvrir l'impact réel du sacrifice et comment il a changé non seulement une vie, mais l'ensemble d'une meute et d'un royaume. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines chroniques de dons et de rédemption.
La conclusion rassembla les morceaux du voyage en une image nette. Maëla avait donné tout ce qu'elle pouvait pour sauver une vie et ce cadeau transforma sa place dans le monde. Le royaume se réorganisa autour d'une loyauté nouvelle et accepter un don devint symbole d'honneur plus que de désespoir. Le prince trouva en elle une alliée et une présence qui resta à ses côtés lorsque les saisons tournèrent, car parfois la maison se trouve là où l'on met son cœur et non uniquement le sang. Si vous avez aimé ce récit, rejoignez le canal pour d'autres histoires de sacrifice et de rédemption. Parce que parfois, sauver quelqu'un, c'est trouver un foyer que l'on ne savait pas chercher.